Et merci d'être venu. Merci de vous Donc bonjour à tous, nous sommes des élèves de première et nous allons vous présenter notre projet, un disque troublant. Au début d'année, nous voulions simplement nous intéresser à une observation que tout le monde peut faire chez soi lorsque l'on ouvre un robinet. On voit alors qu'il y a un disque qui se forme au fond de l'évier. Et bien pour comprendre comment ce disque se forme, nous avons essayé d'identifier différents paramètres dont il pouvait dépendre. Puis on a tenté de mettre en équation la relation entre ces paramètres et le rayon de ce disque, comme nous vous l'expliquerons dans notre présentation. Nous avons également étudié le phénomène en le perturbant, ce que nous verrons dans une autre partie. Et puis pour finir, nous vous expliquerons pourquoi ce disque a quelque chose de troublant. Voici l'objet de notre étude. On remarque qu'il y a un disque qui se forme au fond de notre évier avec deux épaisseurs d'eau bien distinctes. Nous voyons également des ondes de surface sur l'eau à l'extérieur du disque, ainsi qu'une sorte de boursouflure au niveau de la couronne du disque. Enfin, en bordure du cercle, on peut voir des ondes de très faible longueur d'onde. Et maintenant, nous allons comprendre pourquoi, tout d'un coup, la hauteur de l'eau varie si brutalement. Pour comprendre la présence de ce disque, nous avons voulu réaliser des mesures quantitatives, et en particulier au niveau de son débit. C'est ce que nous avons fait en travaillant avec un vase de Mariotte fait maison. Comme nous voulions bénéficier d'un temps d'expérience relativement long, nous avons placé le tuyau interne du vase le plus bas possible, ainsi qu'utilisé 5 embouts différents pour vider le vase, avec donc différents débits. Nous avons mesuré ces débits expérimentalement, comme on peut le voir ici. Maintenant que nous disposons d'un téton, on pourrait régler quelques paramètres. Le diamètre du socle dépend de la vitesse à laquelle l'eau arrive sur la pâte. Pour cela, nous avons fait varier la distance entre l'embout et la pâte. Nous remarquons alors que quelle que soit la vitesse, le diamètre du disque ne varie que de façon statistique. Nous avons fait ces mesures pour 12 autres embouts aussi. Nous avons fait le même constat. Par contre, ce que l'on peut voir, pour une même vitesse, en changeant la section de l'embout et on augmente le diamètre du disque. Du coup, on a mesuré l'évolution du diamètre du disque en fonction du débit de l'eau pour les 5 embouts et voici les résultats obtenus. Nous avons alors essayé de modéliser les résultats obtenus et on s'aperçoit qu'il est possible de les modéliser à la fois avec une fonction exponentielle et avec une fonction puissance. Le choix de la modélisation à adopter est très important car cela a une influence majeure sur la compréhension même du ressaut. Donc si on utilise une exponentielle, cela signifie que l'on atteindrait un rayon de disque maximal pour un débit de 250 ml par seconde dans nos conditions expérimentales. Au contraire, si on adopte la modélisation avec une fonction puissance, alors cela veut dire que le rayon du disque va continuer d'augmenter tant que l'on augmente le débit sans jamais atteindre de limite. Nous avons alors cherché à déterminer laquelle de ces deux modélisations était la plus adaptée en faisant le test dans nos éviers. On s'aperçoit alors que le rayon du disque semble atteindre une limite lorsque l'on augmente suffisamment le débit. Cela dit, dans nos éviers, on augmente le débit en gardant la section de l'embout constante, alors qu'ici, ce n'est pas le cas. Et la modélisation par une fonction puissance semble alors plus appropriée. Quoi qu'il en soit, cette étude met bien en évidence le lien qu'il y a entre le débit et le diamètre du disque, et on va pouvoir exploiter cela pour tester une hypothèse que nous avons mise au point pour expliquer le phénomène. Alors, quelle est cette hypothèse ? De par la conservation du débit volumique, il semble assez évident que la vitesse au sein même du disque diminue du centre vers la périphérie. Une des hypothèses possibles pour expliquer le phénomène étudié serait que le disque se forme lorsque la vitesse de l'eau atteint une certaine valeur minimale, et ce, quel que soit l'embout utilisé. Afin de vérifier cette hypothèse, il faudrait donc qu'on puisse mesurer la vitesse de l'eau au niveau de la périphérie, et ce pour chaque embout afin de voir si elle reste la même. Mais comment mesurer cette vitesse ? Eh bien, puisqu'on connaît le débit, le rayon, nous pouvons alors déduire la vitesse en mesurant la hauteur d'eau dans le disque. Et bien, pour mesurer la hauteur d'eau dans le disque, nous avons utilisé une platine qui peut se translater selon 3 directions différentes, au dixième de millimètre près. Nous avons eu alors l'idée d'accrocher à cette platine une tige métallique, dont nous avons usiné l'extrémité de sorte qu'elle soit pointue. Ensuite, à cette tige métallique
brancher un fil électrique directement relié à un générateur. Par ailleurs, nous avons disposé une plaque métallique sous le vase de Mariotte, de sorte que le jet tombe directement dessus. Cette plaque métallique est reliée à une borne d'1 ampère-mètre, l'autre borne étant reliée à la seconde borne du générateur, via une résistance. Ainsi, lorsque la plante entre en contact, que ce soit avec la plaque ou l'eau de la plaque, le courant indique que l'ampère-mètre indique que le courant circule. Donc pour mesurer la hauteur de l'eau, il suffit dans un premier temps de repérer la hauteur de la plaque métallique en descendant la tige face à la crémaillère. Puis en la relevant, et une fois, comme vous pouvez le voir ici, une fois le jet d'eau projeté sur la plaque, en la redescendant jusqu'à ce que l'ampère-mètre affiche une intensité différente de 0. Donc la différence que l'on obtient sur la crémaillère correspond à la hauteur de l'eau. Nous avons mesuré la hauteur de l'eau à l'intérieur du disque, puis à l'extérieur du disque, et nous avons également mesuré les rayons des disques. On a fait cet ensemble de mesures pour 3 types d'embouts différents, le 1, le 2 et le 3, et voici les résultats que nous avons obtenus. On remarque que la hauteur de l'eau à l'intérieur du disque semble être assez constante, autour de 0,01 cm, ce qui voudrait donc dire que si, d'un embout à l'autre, le rayon du cercle varie, ce ne serait pas à cause de cette hauteur d'eau, mais ce serait à cause de la vitesse de l'eau qui diminue en s'approchant du bord. Voyons alors si en périphérie des disques, la vitesse radiale de l'eau est-elle toujours la même. Connaissant la hauteur de l'eau dans le cercle, nous pouvons reprendre cette relation et tracer l'évolution de la vitesse en fonction de la distance par rapport au centre. Nous avons donc obtenu des courbes pour l'embout 1, 2 et 3, et grâce à ces courbes, nous avons pu en déduire les vitesses radiales de l'eau en périphérie des disques. Donc ces 3 vitesses étant différentes, cela remet en cause l'hypothèse que nous avions formulée auparavant, qui était que la vitesse radiale de l'eau a la même valeur en périphérie quel que soit le diamètre du disque. Alors certes, c'était une déception, mais de courte durée. En effet, nous avons eu la chance de rencontrer Germain Rousseau, chercheur à l'Institut Péprime de l'Université de Poitiers, qui travaille justement sur le ruisseau hydraulique. Il est ressorti de notre conversation que le niveau d'eau au sein même du disque ne doit certainement pas être constant. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on ne s'en était pas rendu compte, puisque nous faisions une seule mesure du niveau d'eau, souvent à mi-rayon. D'autre part, nous avons aussi échangé sur le fait que, dans certaines conditions, l'angle du sillage laissé par la plante dans l'eau pouvait permettre de remonter à la vitesse de l'eau. Nous avons donc refait les mesures du niveau d'eau, et cette fois-ci, en fonction de la distance R entre la pointe et le centre de l'écoulement du jet sur le disque. Avec un nouveau profil de Church, nous allons pouvoir redessiner le profil des vitesses. En parallèle de ça, nous avons mesuré cet angle du sillage laissé par la plante dans l'eau, afin de remonter à la vitesse de l'eau d'une autre façon. Pour mesurer de façon plus confortable la hauteur de l'eau en différents points du disque, nous avions besoin d'avoir un jet d'eau en continu, au moyen d'une pompe qui permet de ramener l'eau dans le bidon. Nous avons également rajouté une pointe plus fine pour mesurer la hauteur d'eau. Nous avons donc mesuré la hauteur de l'eau en fonction de la distance par rapport au centre du jet. Et voici ce qu'on a obtenu avec l'embout numéro 2. En connaissant la hauteur, on peut en déduire l'évolution de la vitesse radiale de l'eau au sein du disque. On remarque que les vitesses obtenues en périphérie sont bien moins importantes que celles avancées précédemment. Et nous avons fait ces mêmes mesures pour un autre embout, et nous avons obtenu des valeurs assez voisines, ce qui semble alors valider notre hypothèse. Mais il faudrait tout de même que l'on fasse ces mesures avec un autre embout, chose que nous n'avons pas encore eu le temps de faire. Cela dit, nous sommes sur la bonne piste. En effet, lors de nos échanges avec Germain Rousseau, nous avons discuté du fait que la limite du ressaut apparaît dès lors que la vitesse radiale de l'eau a suffisamment diminué pour être égale à la vitesse de phase des ondes de surface. Alors calculons la vitesse de phase en périphérie du disque. Donc en cherchant comment calculer cette vitesse de phase, nous avons trouvé cette relation V phase est égale à racine de GH, régulièrement utilisée dans des expériences réalisées dans des cuves à ondes. Donc si la hauteur de l'eau est identique en périphérie quel que soit l'embout, la vitesse de phase l'est également, ce qui confirmera que la vitesse de l'eau est identique en périphérie quel que soit l'embout utilisé. Alors calculons l'évolution de la vitesse de phase le long d'une direction radiale pour l'embout numéro 2. Et là, on remarque un point positif et une interrogation. Le point positif, c'est que la vitesse de phase est toujours inférieure à la vitesse de l'eau en tout point du disque.
Mais on pourrait se poser la question de savoir si, en périphérie du disque, on aura bien atteint l'égalité VO, V-phase, tant la différence entre ces deux vitesses est grande, alors qu'on est à seulement 4 mm de la périphérie du disque. Alors, est-ce que nos mesures de vitesse de l'eau sont correctes? Donc pour vérifier ces résultats, nous avons décidé de mesurer à nouveau la vitesse de l'eau, mais cette fois-ci en passant par une autre méthode. Notre idée était de déposer des grains de cacao à l'intérieur du disque, puis de les filmer à 960 images par seconde. Donc voici ce que l'on a obtenu. On a essayé cette expérience avec différents types de grains et les résultats étaient similaires entre eux. Donc en admettant que le grain se déplace à la même vitesse que l'eau, on obtient donc un graphique qui correspond à l'évolution de la vitesse de l'eau en fonction de la distance par rapport au centre. D'ailleurs, quand on le compare avec ce qu'on avait pu trouver précédemment, on remarque que le profil de vitesse est relativement similaire à ce qu'on avait donc trouvé précédemment. Mais pour être vraiment certain de nos mesures, nous avons voulu vérifier la vitesse de l'eau en utilisant une troisième méthode, en passant par l'angle du sillage laissé par la pointe dans l'eau. En effet, lorsque la vitesse de l'eau est plus grande que la vitesse de phase, nous pouvons montrer assez facilement que l'angle du sillage est relié à la fois à la vitesse de phase et à la vitesse de l'eau de la façon suivante. Sinus de delta qui est égal à C divisé par V, C étant la vitesse de phase. Donc la vitesse de l'eau se déduit de l'angle du sillage que l'on a pu mesurer et la vitesse de phase que l'on a pu calculer. Nous trouvons donc une variation de la vitesse de l'eau de la façon suivante. Et là, nos résultats nous semblent assez improbables. On aurait vraiment du mal à comprendre que la vitesse de l'eau augmente à l'approche de la périphérie du disque. Finalement, on s'aperçoit que lorsque l'on utilise la vitesse de phase dans nos différentes démarches, on arrive à un problème. Nous pensons alors que c'est la relation pour la calculer qui n'est pas valable dans nos expériences. Et en effet, cela pourrait être le cas d'après ce qu'on a pu lire dans certains documents scientifiques sur la célérité des vagues en milieu peu profond. Quoi qu'il en soit, on a tout de même une augmentation de l'angle du sillage qui tend vers 180 degrés à l'approche de la périphérie du disque, ce qui montre bien que la vitesse de l'eau tend vers la vitesse de phase à ce niveau-là. Nous pouvons donc confirmer l'hypothèse que le ressaut est créé par une différence entre la vitesse de l'eau et la vitesse de phase. À l'intérieur du disque, la vitesse de l'eau est supérieure à la vitesse de phase. On se trouve donc dans un régime supercritique. Puis en s'éloignant du centre, la vitesse de l'eau diminue jusqu'à être égale à la vitesse de phase. On a alors un changement brutal de régime d'écoulement. Le régime devient alors subcritique. Alors, est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans la compréhension du ressaut hydraulique? Donc pour mieux comprendre la formation du ressaut hydraulique, nous avons décidé d'en modifier quelques paramètres expérimentaux. Par exemple, nous avons voulu savoir si l'on pouvait obtenir un ressaut hydraulique avec un fluide visqueux. On a alors remplacé l'eau par de l'huile dans le vase de Mariotte, et voici ce qu'on a obtenu. Un ressaut hyper régulier. On ne voit presque plus de boursouflure en périphérie du disque et il n'y a plus du tout d'envolette. On a alors étudié les caractéristiques de ce ressaut uniquement pour l'embout 4, car comme on peut le voir sur cette image, avec les autres embouts, on a obtenu des ressauts trop petits pour pouvoir les étudier. Et voici les résultats que nous avons obtenus. Une fois de plus, la vitesse à laquelle le fluide tombe sur la plaque ne semble pas impacter le rayon, le rayon du cercle. En revanche, on remarque que la hauteur de fluide à l'intérieur du disque est bien supérieure que celle dans le ressaut hydraulique. Dans le ressaut hydraulique, si vous vous souvenez, on était de l'ordre de 0,01 cm, tandis que là, on est plutôt de l'ordre de 0,1 cm. Grâce à cette hauteur de fluide, nous avons pu en déduire des vitesses de l'huile, mais comme on devait les comparer à des vitesses de phase qui nous posaient problème, on s'est contenté d'observer l'angle du sillage laissé par la pointe dans l'huile. Et encore une fois, lorsque ce sillage approchait de la périphérie du disque, on pouvait constater qu'il pendait vers 180 degrés. Donc la viscosité est un paramètre qui modifie les caractéristiques du ressaut, mais sans pour autant en changer la raison pour laquelle il apparaît. Afin de continuer notre étude, nous avons décidé de perturber le ressaut de différentes manières. Pour cela, nous avons voulu observer l'interaction entre deux ressorts, et en particulier deux ressorts de même taille. Pour cela, nous avons percé deux trous identiques sous notre gluon, afin d'avoir deux débits similaires, et ainsi deux ressorts similaires. Et lorsqu'on les rapproche, voilà ce qu'on observe. Vous pouvez voir ici. Lorsqu'on approche les ressorts, on voit d'abord une petite boursouflure qui se forme entre les deux ressorts, puis lorsqu'on les rapproche encore, on observe carrément un mur d'eau, bien vertical et très fin, lorsqu'ils sont vraiment très rapprochés. Cette observation un peu étonnante nous a donné une idée. Et si on essayait de remonter à la vitesse de l'eau grâce à ce mur? Pour cela, nous avons tout d'abord mesuré la hauteur du mur avec une règle graduée. Puis nous sommes remontés à la vitesse en tenant compte de deux
verticale du mur est uniquement liée à l'eau du disque qui se déplaçant perpendiculairement à celui-ci. Et deuxièmement, la totalité de l'énergie cinétique est convertie en énergie potentielle. Et ainsi, par conservation d'énergie mécanique, on aboutit finalement à la relation V égale la racine de 2GH, avec H la hauteur du mur. Grâce à cette formule, nous avons pu tracer ce graphique, qui montre l'évolution de la vitesse de l'eau en fonction de la distance par rapport au centre. Et on peut voir que pour des rayons faibles, on trouve des valeurs qui sont en dessous de ce qu'on trouvait précédemment. Par contre, pour des rayons plus élevés, on trouve des valeurs très cohérentes par rapport à ce qu'on trouvait avec les manières de mesurer la vitesse de l'eau précédentes. Que se passe-t-il maintenant si on utilise deux débits différents pour les deux jets? Eh bien, l'image est assez spectaculaire, car on voit que le jet de faible débit arrive à faire un ressaut de telle sorte que l'eau de ce jet est expulsée vers l'extérieur de ce ressaut. Mais également, au point de contact entre le jet et la plaque, on voit également un sillage qui se forme, ce qui est dû à l'eau expulsée radialement du gros ressaut. Cela voudrait dire que l'on aurait deux mouvements d'eau distincts et opposés à l'intérieur du petit ressaut. On pense alors que seule la surface supérieure du petit ressaut est perturbée par l'eau du gros ressaut. Donc pour expliquer la formation du ressaut hydraulique, il faudrait aussi tenir compte des différences de vitesse selon une direction verticale. Nous avons enfin réussi à perturber le ressaut en le soumettant à des vagues venant de l'extérieur. Et nous avons vu que si ces vagues avaient une amplitude suffisamment faible, alors elles ne pénétreraient pas dans le ressaut et le contourneraient, ce qui va même donner lieu à des interférences à l'arrière du disque. Le ressaut présente donc une frontière intrigante qui résiste aux vagues et qui présente un dénivelé brutal. Pour mieux comprendre cette frontière, nous avons déposé des gouttes de colorant dans son voisinage. Nous avons été surpris de découvrir le mouvement du colorant déposé à l'extérieur du disque. En effet, on remarque que le colorant est attiré vers la frontière du cercle avant de repartir dans une direction totalement opposée. En observant bien, nous avons vu que certaines particules granuleuses du colorant tourbillonnent dans une certaine zone en faisant des allers-retours entre deux points. Une zone qui s'étend sur 2 à 3 cm. En voyant cela, on peut supposer que l'eau qui est proche de la plaque est éjectée rapidement, mais que sa vitesse va diminuer avec l'altitude du fait que l'eau qui est située au-dessus est dans l'autre sens. Quoi qu'il en soit, on voit que ce soit les ondes ou le colorant, rien ne peut pénétrer dans le ressaut. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Germain Rousseau travaille sur ce phénomène. En effet, il est possible de faire le lien entre les ressauts hydrauliques et des objets célestes. Voyons cela. L'explication la plus évidente expliquant pourquoi les vagues ne peuvent pas pénétrer dans le ressaut, c'est simplement que de l'eau en est éjectée, ce qui empêche leur propagation. On a donc une région inatteignable parce qu'elle éjecte de la matière. En astrophysique, un tel objet est appelé trou blanc ou fontaine blanche. Et sans s'étendre sur l'existence réelle ou non de ces objets cosmologiques, on peut tout de même les utiliser comme outil de modélisation. De la même manière qu'aucune matière ni information ne peut pénétrer dans la fontaine blanche, car celle-ci déforme l'espace-temps pour elle, c'est-à-dire le milieu dans lequel on propage des ondes électromagnétiques, aucune onde ne peut pénétrer dans le ressort. Car l'eau, c'est-à-dire le milieu dans lequel se propagent des ondes, est en constant éloignement du centre du cercle. Notre phénomène semble aussi avoir un horizon, à la manière de trou noir, qui n'est franchissable que dans un seul sens, ici vers l'extérieur. Et il correspond en fait à la limite à partir de laquelle la vitesse d'aspiration, contraire de la vitesse de libération, devient supérieure à la vitesse de phase, c'est-à-dire celle que nos ondes peuvent atteindre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Germain Rousseau travaille sur ce phénomène. En effet, les mathématiques qui régissent le comportement des ondes autour du ressaut montrent des similitudes avec celles qui régissent le comportement des trous noirs. Pour conclure, nous avons adopté une démarche expérimentale que nous comptons poursuivre. On sait maintenant que le réseau est bien causé par une différence entre la vitesse de l'eau et la vitesse de phase. Nous avons également appris qu'un parallèle surprenant était possible avec des objets célestes, par exemple les trous noirs. Merci de votre attention. Merci à vous. Vous avez très peu de temps, c'était bon timing. Les jeunes d'orchestre, c'était parfait. Et les joueurs de l'orchestre aussi. Donc, si tu veux, effectivement, peut-être introduire quelques discussions. Oui, merci beaucoup pour votre exposé. Donc, très riche en expérience, mise en œuvre, recherche, démarche expérimentale. Donc, j'ai lu avec attention votre mémoire.
mal d'équations, de courbes que vous nous avez présentées. Ça démarche. Vous avez des petites questions. Donc déjà sur votre dispositif, j'aurais bien aimé savoir une question très simple, comment vous avez mesuré le rayon